Donc bonsoir à tous, comme nous vous le disions hier dans notre mail, quel accueil et quel enthousiasme, merci. C'est une première pour nous ici à l'AFC Sainte-Marie de Nîmes d'organiser un tel webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions au cours de la conférence par chat. Chantal y répondra en fin de soirée et si vous deviez nous quitter avant, pas de panique puisque ce webinaire sera disponible en replay depuis la page Facebook de l'AFC ainsi que sur le site web de Chantal. Il y a environ 5 ans, alors que nous n'avions encore que 2 enfants, mon mari et moi-même avons eu la chance de participer à un atelier de plusieurs jours sur l'estime de soi chez nos enfants. On n'avait pas encore d'adolescents. Et au-delà du privilège d'avoir été enseignée et guidée par ma belle maman, nous avons pris conscience que se jouait là une des clés de notre parentalité. Les chantiers éducation, ces groupes de partage entre parents qui procèdent des AFC et que j'ai découvert dans la foulée de ce petit atelier et dans lesquels aujourd'hui je m'épanouis pleinement, ont été le chemin d'approfondissement de cette première expérience. Il est temps aujourd'hui de vous partager ce trésor. Chantal, institutrice selon la méthode Montessori, a finalement délaissé sa classe pour une autre classe, celle de ses 6 enfants et de ses 12 petits-enfants. C'est en 2010 qu'elle rencontre Jean Montbourquette au Canada. Et là, elle se décide de se former à l'animation d'ateliers de développement personnel avec des thèmes, entre autres, liés à l'estime de soi, la découverte de sa mission propre ou bien encore le pardon. Elle s'est également formée à la PNL et à l'hypnose humaniste. Forte de ces outils, elle accueille aujourd'hui des particuliers et des groupes et s'investit en prison auprès des détenus pour préparer leur réinsertion et les accompagne après leur sortie. Merci Chantal, au nom de tous, d'avoir accepté notre invitation. Merci Fanny pour ton invitation. Voilà, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir et normalement cette conférence aurait dû avoir lieu en présentiel et finalement je me dis que c'est une chance parce que vous êtes encore plus nombreux je pense. Voilà, comme disait Fanny, c'est en 2010 que j'ai reçu au Canada un cadeau inestimable. Ce cadeau, c'était la rencontre de Jean Montbourquette et de son œuvre. J'étais bouleversée. J'ai eu le sentiment de trouver ce que je cherchais depuis toujours. Je découvrais des clés pour me comprendre et mieux comprendre les autres. Et ce travail m'a transformée. Alors personnellement, je dirais que c'est plutôt en mieux, mais on peut peut-être demander à Fanny. En tout cas, j'ai gagné confiance en moi, j'ai gagné en joie de vivre et je pense vraiment avoir trouvé ma mission de vie. En tout cas, cette mission, elle me procure un enthousiasme sans cesse renouvelé. Alors, une des spécificités de Jean Montbourquette, c'est d'allier à la fois la psychologie et la spiritualité pour le travail de la personne dans toutes ses dimensions. Et j'ai à cœur de partager ces outils qui sont des moyens de mieux se connaître et de devenir pleinement responsable de sa vie. Moi, alors que je cherchais à améliorer l'extérieur, par exemple mon mari, mes enfants, ne leur dites pas, mais et en plus ils étaient pourtant déjà pas si mal, mais j'ai réalisé que c'est en changeant mon intérieur que l'extérieur se transforme tout naturellement. Alors il m'arrive d'avoir ce regret. Je me dis, mais pourquoi n'ai-je pas appris ce que je viens vous partager ce soir ? Enfin, pourquoi l'ai-je appris qu'au moment où les enfants commençaient à quitter le nid ? Si j'avais su, j'en aurais évité des dégâts. Mais en même temps, j'ai confiance en mes enfants pour guérir de leurs blessures, comme je le fais avec les miennes. Alors, vous êtes réunis ici ce soir parce que vous aimez vos enfants et que vous souhaitez le meilleur pour eux. Vous avez réalisé que vous faites des erreurs, que parfois vous vous sentez impuissant, que même parfois vous êtes peut-être en désaccord avec votre conjoint sur les choix éducatifs. Et puis vous vous posez des questions lorsque vous rencontrez des difficultés à communiquer avec votre enfant ou votre adolescent. Certains aimeraient être un parent parfait, celui qui n'existe pas. En tout cas, vous aimeriez mieux comprendre votre enfant, mieux être écouté, pouvoir lui faire confiance. Et puis, vous aimeriez qu'il acquiert une bonne estime de lui
de lui-même et surtout qu'il soit heureux. Alors ce soir, j'aimerais que vous vous reconnectiez à la joie d'être parent et que vous trouviez confiance en vous dans l'exercice de votre rôle. Alors soyez certain que vous avez en vous-même tout ce qu'il faut pour réussir cette mission. En fondant votre autorité sur vos habiletés, alors je voudrais changer de page. Voilà. Sur vos habiletés et vos compétences personnelles, telles que votre capacité d'aimer, ça vous le savez, vous êtes capable d'aimer, votre capacité d'encourager l'enfant à grandir, votre capacité d'écouter votre enfant, votre capacité de vous affirmer, de négocier dans les impasses et même d'influencer les valeurs morales de votre enfant. Alors j'aimerais vous poser cette question. Qui est le premier responsable de la croissance de l'enfant? Alors, je ne peux pas vous entendre, peut-être que vous voulez l'écrire, mais en tout cas, vous le cherchez dans votre tête. Qui est le premier responsable de la croissance de l'enfant? Eh bien, c'est l'enfant lui-même. Il est l'agent principal de son éducation. Ça, c'est une phrase de Jean Montbourquette. Autrefois, l'enfant était objet d'éducation. On le dressait. On avait un code de bonne conduite et on s'efforçait de le faire rentrer dans un moule. Et ça fait longtemps. Et puis aujourd'hui, l'enfant est sujet de sa propre éducation. Nous l'accompagnons pour qu'il devienne lui-même. Et gardons en tête que d'une part, l'enfant, il veut instinctivement grandir et que d'autre part, la tâche du parent consiste à l'orienter et à l'encourager dans les efforts qu'il met à devenir grand. Ainsi, au lieu de vouloir à la place de notre enfant, nous allons chercher à gagner sa collaboration et soutenir son désir de progresser. Alors, je vais maintenant, après cette introduction, vous donner le plan de la conférence en 3 parties. La première partie, je vais définir l'estime de soi et d'autres termes qui sont liés. Et puis, nous allons voir quel est l'impact de l'estime de soi dans la vie. Et aussi, comment aider nos enfants à développer leur estime d'eux-mêmes. Voilà pour la première partie. En deuxième partie, vous pourrez poser des questions, vous pourrez les écrire, vous pouvez même commencer déjà à les écrire et puis Fanny se charge de les collecter, de me les transmettre à la fin. Et puis enfin, pour terminer, je vous proposerai une méditation guidée. Alors, j'aurais aimé ajouter un autre paragraphe qui aurait été « Comment aider nos enfants à avoir une bonne estime de leurs parents ?» Mais ce sera à l'occasion d'une autre conférence. Et je salue le papa malin qui m'a soufflé cette idée. Alors, commençons par la définition. L'estime de soi. L'estime de soi, c'est l'ensemble des jugements que je porte sur moi-même. C'est comment je me vois. Nous avons tous des images dans notre tête, nous avons tous un miroir. Comment je me vois? On parle de visuel. Comment je me parle? Nous avons aussi des dialogues à l'intérieur de nous. Ce sont nos pensées. Puis parfois, on a comme différents personnages qui se parlent comme un théâtre à l'intérieur de nous. Donc, on parle d'auditif. Et puis, comment je me sens par rapport à moi-même? Et là, nous parlons de kinesthésique, des émotions. Alors, c'est important de bien faire la distinction entre l'estime de soi et l'affirmation de soi. L'estime de soi, c'est une évaluation de soi à partir des images, comme je vous le disais, des dialogues intérieurs et des ressentis. Alors que l'affirmation de soi en est la conséquence. C'est donc l'expression de l'estime de soi dans la vie en société. En fonction de mon estime de moi, comment vais-je oser exprimer mes sentiments, mes besoins? Comment vais-je exprimer mes rêves? Comment vais-je oser donner mon opinion, refuser un service ou demander un service?
Vous le comprendrez, avant de travailler sur l'affirmation de soi, il est préférable de travailler sur l'estime de soi. Alors, voilà. S'il y avait peut-être qu'une seule chose à retenir, cette diapo, elle est vraiment importante. Vous ne trouvez pas ces explications dans tous les livres de psychologie. Parfois, il y a de la confusion, mais je trouve que c'est très beau, cette explication de Jean Montbourquette. Les deux composantes de l'estime de soi. Il y a d'un côté l'estime de soi pour sa personne, pour son être. Et on appelle ça l'amour de soi. C'est quelque chose, c'est un amour inconditionnel. Lorsque vous avez attendu votre enfant, que vous l'ayez porté, que vous l'ayez adopté, je suppose que vous avez aimé votre enfant avant de le rencontrer, avant de le connaître, de savoir de quoi il serait capable. Vous voyez donc, c'est un amour gratuit, c'est parce que c'est toi, parce que tu es mon enfant, parce que tu es unique, je t'aime pour toi, pour ta personne. Et puis, on a aussi en parallèle l'estime de soi pour ses compétences, pour ses réalisations, ses capacités, pour son agir. Et alors, on appelle ça la confiance en soi. Et donc, c'est variable, c'est en fonction de nos actions. J'espère que c'est clair pour vous. Vous pourrez poser des questions éventuellement à la fin. Mais ça, c'est déjà important pour comprendre comment ça va se construire. On va voir ça tout à l'heure. Alors, si j'ai une bonne estime de moi pour mon être, eh bien, je me vois digne d'être aimée. Je me dis que je suis aimée, je suis aimable. Et je me sens aimée, j'ai des facilités à me sentir aimée, ça me vient facilement. Quelqu'un me rend un service, me dit des mots gentils, je le sens, je le comprends, je le sens, cet amour. Et si j'ai une bonne estime de moi pour mon agir, eh bien, je vais me voir réussir. Je vais m'imaginer, en faisant mes projets, je vais m'imaginer en train de réussir. Et je vais me dire que je suis capable. Et puis, je vais me sentir fière lorsque j'aurai réussi. Il ne s'agit pas de se sentir fière à tout moment, mais je suis capable de me sentir fière. Voilà. Alors, on va voir les symptômes d'un enfant qui manque d'estime de soi. Et vous pouvez même vous dire que c'est aussi valable pour un adulte. Donc, un enfant qui aurait un comportement orgueilleux, alors souvent les gens me disent, mais non, mais tu vois bien, lui, il a trop d'estime de lui. Mais en fait, on ne peut pas avoir trop d'estime de soi. L'estime de soi, c'est toujours juste, en fait. Et si je suis orgueilleux, c'est que j'ai un déficit. Je me sens mal avec moi-même, je ne suis pas confortable. Il va toujours falloir que je me rehausse pour me montrer meilleur que je suis, plus fort, plus beau, plus grand. Et jusqu'à même écraser les autres. Si j'ai une estime de moi confortable, je n'aurai pas besoin de jouer ce rôle-là. L'enfant perfectionniste qui met la barre très haute et qui ne sera jamais satisfait de ce qu'il accomplit, jamais satisfait de ce qu'il est. Et ça sera une source de grand stress pour cet enfant, pour cet adulte aussi. Un enfant avec un sentiment d'impuissance qui répète « j'y arrive pas, je ne peux pas le faire, je ne suis pas capable ». Donc là, vous comprenez que c'est un manque de confiance en soi. Un enfant qui est souvent anxieux, c'est donc qu'il a peur de l'avenir. Il imagine tout ce qui pourra arriver de compliqué, de difficile. Au lieu de voir un avenir paisible, un avenir qui se passe bien, il va imaginer le pire des scénarios. Un enfant qui est angoissé, c'est une partie de lui qu'il ne connaît pas qui se manifeste à son insu. Un enfant trop dépendant, qui est toujours accroché, j'appelle ça un enfant wagon, alors qu'il pourrait être locomotive pour mener sa vie, en fait, il dépend des autres, il s'accroche. C'est aussi peut-être celui qui a une difficulté à se séparer. Quand la maman le dépose à l'école, il va pleurer, il va vouloir rester avec elle. S'il a une bonne estime de lui, ça n'arrivera pas. Il est capable de se sentir bien même seul. Un enfant avec une susceptibilité exacerbée, il se positionne en victime. Il a toujours l'impression qu'on dit du mal de lui. Il va déformer les propos des autres. Il va les interpréter.
un enfant qui aurait une incapacité à se défendre, qui se laisse ennuyer par les autres et qui ne sait pas répondre. Et puis, un enfant qui vit des frustrations très fréquentes. Ça ne suffit jamais, il lui manque toujours quelque chose. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres, entre guillemets, maladies de l'estime de soi que je pourrais nommer, mais en tout cas, en voilà quelques-unes. Le tableau n'est pas très beau, je l'avoue, mais en tout cas, sachez qu'on peut en guérir. Et ça, c'est important. Alors maintenant, celui qui a une haute estime de soi pour sa personne, pour son être, eh bien, il s'accepte dans toutes les dimensions de son être. La personne accepte donc son corps. Alors, un ado, peut-être qu'il va voir que le bouton qui est au milieu de sa figure, au lieu de voir toute sa personne en entier. Il accepte son caractère, donc il connaît ses qualités, il connaît aussi ses faiblesses, au lieu de se concentrer seulement sur un défaut. Il accepte ses sentiments, au lieu de lutter contre sans cesse et de refouler ses sentiments, ses émotions. Il reconnaît aussi ses besoins et il y répond dans la mesure du possible. Une jeune fille me disait cette semaine qu'elle était plus sereine depuis qu'elle avait compris que la comparaison était un poison et qu'elle arrivait maintenant à stopper son mental quand elle s'emballait. Vous voyez que quand on s'accepte dans toutes les dimensions de son être, on n'est plus tenté de se comparer aux autres. Alors que si on a des doutes, eh bien on va sans cesse tâcher de s'évaluer, de dire mais par rapport à lui, comment je suis, est-ce que je suis au-dessus, en dessous? Voilà. Donc, quelqu'un qui a une haute estime de soi pour sa personne se reconnaît le droit de vivre. Donc, il protège sa santé, il se nourrit sainement, il se soigne s'il est malade. Vous voyez les comportements à risque chez certains adolescents, eh bien, ils peuvent révéler un manque d'estime de soi. La consommation d'alcool, de drogue, la vitesse excessive. Pour eux, peut-être que la vie n'a pas de vraie valeur, leur vie en tout cas. Il croit en sa valeur comme être unique au monde. Il sait qu'il est irremplaçable. Alors, bien sûr, on est tous remplaçables pour une tâche, mais pour ce qu'on est, il n'y en a pas deux comme vous. Vous êtes irremplaçable. Et donc, il n'a pas peur d'être original, alors qu'un autre, il va chercher à se mouler dans un groupe pour se faire accepter et au minimum pour passer inaperçu, qu'on ne le remarque pas. Et puis, il se considère a priori aimé des autres et il porte un regard bienveillant sur lui-même. Valentine, à 12 ans, eh bien, elle imaginait souvent qu'on disait du mal d'elle derrière son dos. Elle interprétait les regards, les paroles et les silences comme des critiques. En fait, elle projetait sur les autres le faible amour d'elle-même. Donc, pour résumer, toute personne avec un bel amour de soi se traite comme son meilleur ami ou sa meilleure amie. C'est valable aussi pour nous, pour vous, les adultes. Est-ce que je suis mon meilleur ami à tout moment? Est-ce que je vais savoir me consoler quand j'ai des peines? Est-ce que je vais savoir m'encourager? Qu'est-ce que je dirais à mon meilleur ami dans cette situation? Et puis celui qui a une haute estime de soi pour ses compétences, pour son agir, vous voyez, c'était la colonne de droite tout à l'heure, eh bien il accepte son niveau de compétence sans se comparer. Ça ne veut pas dire qu'il va se satisfaire de peu, mais c'est surtout qu'il accepte ses limites. Et en même temps, il prend des risques et il cherche le défi plutôt que la routine. Il croit en sa capacité d'apprendre. Il va persévérer malgré les obstacles et les échecs. Et il sait demander de l'aide. Alors que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il va dissimuler ses faiblesses, il ne va jamais lever la main pour demander quelque chose en classe. Voilà. Et puis,
Ensuite, il apprécie ses réalisations, si minimes soient-elles. Il va savoir se féliciter pour quelque chose d'accompli et de bien accompli, alors que d'autres vont attendre d'avoir accompli des grands projets, des projets faramineux. Tant qu'ils n'auront pas fait quelque chose de grand aux yeux du monde, ils ne vont pas savoir se féliciter. Et pourtant, se féliciter, c'est ça qui va entraîner une confiance en soi. Et puis, il va aussi être gêné de recevoir des compliments. Voilà. Alors que celui qui a une bonne confiance en lui, il les accepte. Et enfin, il va poursuivre sa mission personnelle, le rêve de son âme. Il désire vraiment contribuer à être co-créateur pour le monde. Et puis, il va savoir prendre les bonnes décisions et il va savoir bien s'entourer. Alors, comment se construit l'estime de soi? Alors, ça ne se construit pas de la même façon suivant que c'est l'amour de soi ou la confiance en soi. L'amour de soi se construit à partir des marques d'affection reçues. Alors, c'est quoi les marques d'affection? Bien, ce sont les paroles, les gestes, les câlins, les baisers, les soins qu'on donne à un petit enfant, quand on le lave, quand on le nourrit. C'est aussi la célébration d'un anniversaire. C'est l'écoute de ses sentiments et de ses besoins. Et c'est parce qu'on s'est senti un jour aimé par quelqu'un que l'on s'aime soi-même. C'est vrai que si on a été abandonné ou qu'on a cru l'être, eh bien l'amour de soi, il va être fragilisé. Et puis la confiance en soi, elle se bâtit à partir des marques d'attention reçues. Alors les marques d'attention, eh bien ça peut être des félicitations, des encouragements, des remerciements et toute attitude favorisant l'autonomie, l'initiative et la créativité. Et de même que pour l'amour de soi, c'est souvent quand on nous fait confiance qu'on acquiert une confiance en soi. J'espère que ça va, ça serait en présentiel, je pourrais regarder, voir vos visages et puis pouvoir m'arrêter. Je pourrais m'arrêter s'il y avait des questions, mais je vais continuer. Alors, je vais commencer avant de vous dire ce qui est bien à faire. Je vais quand même relever quelques erreurs. Même j'imagine que vous ne les faites pas, hein, ces erreurs. Alors, ce qui est embêtant, c'est de punir un enfant en supprimant sa fête d'anniversaire. Alors, pourquoi ça serait gênant? Si je prive mon enfant de sa fête d'anniversaire parce qu'il s'est mal comporté, que va-t-il en déduire? Eh bien, il va croire qu'il est mauvais, que c'est son être, c'est sa personne. Quand vous célébrez son anniversaire, c'est que vous célébrez son existence, son être. Ça n'a rien à voir avec son comportement. Donc, s'il a mal agi, tâchez de trouver autre chose que de supprimer sa fête d'anniversaire. Manifestez votre amour seulement lorsque l'enfant réussit quelque chose. Par exemple, si je dis je t'aime à mon enfant ou que je l'embrasse avec insistance, quand il me montre un bulletin brillant ou quand il vide le lave-vaisselle, que va-t-il en déduire? Qu'est-ce qu'il comprend? Eh bien, il va comprendre maman ou papa m'aime parce que je fais ceci ou quand je fais cela. Et l'amour inconditionnel, ben, il n'y en a pas beaucoup. Autre chose, ça serait de le comparer aux autres. Quand nous comparons nos enfants entre eux, nous émettons un jugement de valeur qui sera préjudiciable. Ça sera pour l'enfant source d'anxiété. Même si le jugement, même si c'est que en pensée, en fait, la pensée, sachez que la pensée, elle est efficace, elle a une puissance. Hein. Donc, même si vous n'avez pas nommé, le fait de le penser, c'est déjà important. En fait, la seule comparaison qui est valable, c'est de soi à soi. Par exemple, vous pouvez dire à votre enfant, « Oh, mais je vois que maintenant tu penses tout seul à te laver les dents.
Et là, il va prendre conscience de ses progrès. Donc, le comparer à lui-même par rapport à ce qu'il était, ou lui donner des objectifs pour qu'il se compare à ce qu'il veut obtenir, ça sera bon pour lui, mais jamais comparer avec les autres. Autre chose à éviter, c'est de trouver des solutions à tous ces problèmes. Un parent trop protecteur va rendre son enfant moins autonome, moins confiant en lui-même. Moi, j'avais une maman qui était très, très aimante, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et elle aimait beaucoup rendre service et elle faisait beaucoup de choses pour moi. Et ma confiance en moi, elle a été fragile pendant longtemps avant que je travaille dessus. J'étais incapable de prendre la parole en public au-delà de 3 personnes peut-être. Donc, vous voyez qu'on peut remédier à ces fragilités. Au lieu de imaginer Jules qui est perplexe parce qu'il a été invité à 2 anniversaires le même jour. Alors il se creuse la tête, vous le voyez, il est hésitant, est-ce que je vais là, est-ce que je vais là? Et vous pourriez être tenté de lui dire, tu devrais aller chez Julien parce que tu sais, souvent il te fait des beaux cadeaux pour telle ou telle raison. Au lieu de ça, vous pourriez l'amener à se poser la question. Sachez que l'enfant, il a ses solutions en lui-même. Il a déjà ses réponses. Même s'il ne les connaît pas, en fait, en allant plonger à l'intérieur, il trouvera ses réponses. Et vous pourriez lui dire, mais toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce qui te fait envie? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce qui serait bien? T'en penses quoi? Alors, le réduire à ses comportements. Attention aux étiquettes. Tu es paresseux. Ça ne convient pas, tu es paresseux parce que vous l'enfermez. Vous le mettez dans un bocal, votre enfant, le bocal paresseux. Alors, vous pourriez dire, par exemple, je vois qu'il est 18h et que tu n'as pas commencé tes devoirs pour demain. Vous pouvez lui dire, au lieu de « Oh, mais qu'il est lent cet enfant », vous pouvez lui dire « Mais en ce moment, je vois que tu mets du temps pour finir ton assiette. Qu'est-ce qui se passe ?» Plus vous enfermerez votre enfant dans un comportement, dans une étiquette, si plus vous l'identifiez, tu es ceci, tu es cela, plus il va vous donner raison. Il va vous tâcher de vous confirmer dans ce jugement que vous lui donnez. Alors, c'est un peu ennuyeux. Mettre en avant une seule de ses qualités. Alors là, vous pourriez dire, mais je ne vois pas le problème, donner des qualités à mon enfant, oui. Mais si vous relevez toujours la même, par exemple, ah, c'est bien, toi, tu es fort. J'avais une amie, elle a été en pension très très jeune, à 7 ans, et à des kilomètres de ses parents. Et puis les 2 sœurs, elles revenaient 3 fois par an voir leurs parents. Et la maman disait à la plus jeune, ah, c'est bien, toi, tu pleures pas, tu es forte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame, maintenant elle est devenue une dame, elle a eu du mal longtemps à pleurer. Il fallait qu'elle soit forte et elle ne se donnait pas le droit d'être faible. Et il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour être fort, un moment pour être faible. On n'est pas obligé d'être fort tout le temps. Voilà. Et si vous dites, un tel, voilà, ça c'est notre artiste, c'est l'artiste de la famille. Qu'est-ce qu'il pourrait imaginer cet enfant? Que sa valeur dépend de son talent. Et puis si un jour il ne veut plus être artiste ou il ne peut plus être artiste, qu'est-ce qu'il va devenir? Eh bien, il sera toujours lui-même, il sera toujours aussi valable. Enfin, le protéger de toute frustration et de tout danger. C'est Jean-Marie Petitclerc qui disait ceci: donner une éducation sans risque, c'est donner l'éducation la plus risquée qui soit. Et oui, l'enfant, il peut se tromper. Nous nous sommes trompés bien des fois. Alors souvent, nous aimerions éviter que nos enfants fassent des erreurs parce que ça nous paraît gros comme une maison, on voit bien, mais non, là, il va droit au mur, c'est pas possible. Et peut-être que notre enfant, il a besoin de passer par là pour apprendre. Et on ne peut pas passer tout son temps sur la route à enlever les cailloux qui sont devant sur leur chemin. Donc l'enfant, il a le droit à l'erreur, il a le droit de se tromper, il a le droit de tomber, il se relèvera.
Maintenant, les attitudes favorisant l'estime de soi, eh bien, c'est de créer un climat de confiance et d'amour, en particulier dans la famille. C'est valable aussi pour une classe, pour toute, toute organisation, hein. Donc, c'est se montrer disponible, passer du temps avec l'enfant, entrer dans son monde. Par exemple, il vous amène un dessin et au lieu de dire « Ah, mais c'est magnifique », vous pouvez décrire le dessin. « Ah, je vois que tu as fait des lignes, des petits points. Est-ce que tu veux m'expliquer ?» Hein, le laisser parler. Hein, c'est facile de dire « c'est magnifique ». Alors que vraiment, entrer dans le monde de l'enfant, ben, ça demande plus de temps et puis là, il se sent écouté. Donc, c'est savoir l'écouter sans donner de conseils ni juger. Et sans doute, certains connaissent la communication non violente, l'écoute active. Et vraiment, je voudrais vous encourager à vous former à l'écoute active. C'est tellement important, non seulement pour vos enfants, mais pour votre couple, pour toutes vos relations, que ce soit vos relations amicales ou de travail. Et puis, parlez de vous, de vos besoins, de vos émotions. Ainsi, votre enfant apprendra à parler de ce qu'il vit, lui aussi. Et puis, parler en « je », c'est-à-dire que vous n'allez pas dire « Oh, mais tu me fatigues ». Vous allez lui dire « Je suis fatigué, j'ai besoin de calme ». Ce n'est pas votre enfant qui vous fatigue, vous pourriez réagir différemment, c'est que vous êtes fatigué. Donc, parlez en « je ». Ensuite, portez un regard positif, encouragez votre enfant, remerciez par des regards, des paroles, un geste approbateur. Il a sorti la poubelle, vous faites ça simplement, ou un sourire, ou je vois que tu as rangé tes vêtements. Nos paroles et nos gestes d'appréciation s'intériorisent en notre enfant. Il se crée en lui un scénario de succès. Il se voit réussir et il va s'en donner les moyens. Vous vous efforcez aussi de mettre l'accent sur les comportements désirables et parfois ignorer les comportements indésirables. Et je sais que ce n'est pas facile ça. Parfois, si un enfant a fait 10 fois quelque chose qui nous agace et une seule fois quelque chose qu'on apprécie, ben, on n'a pas forcément envie de surligner parce que on se dit bah, peut-être avec un autre, j'aurais pas eu besoin de le dire. Mais là, en fait, c'est important pour cet enfant-là qu'il soit remarqué. Et puis, vous pouvez refléter son vécu émotionnel. Ah, tu as l'air d'être bien content d'avoir gagné ce match. Au lieu de dire simplement bravo, ou tu dois être fier de toi. Et mettez aussi l'accent sur le plaisir qu'éprouve l'enfant, plus que sur le résultat de son travail. Ah, mais tu as l'air de vraiment apprécier la peinture, au lieu de dire ton tableau est magnifique. Et puis, vous pouvez célébrer ses réussites. Pour avoir vécu aux États-Unis pendant pas mal d'années, j'ai été frappée de voir combien les petits Américains avaient confiance en eux. Ils prennent facilement la parole. Alors, ils sont félicités. Vous verriez les bulletins, enfin, il y en a qui ont vu ça, des bulletins scolaires américains. C'est magnifique, c'est très encourageant. Alors que souvent en France, j'ai pu voir peut mieux faire, passable. Voilà, alors n'hésitez pas à célébrer ces réussites. Et puis, considérez l'échec comme un tremplin vers autre chose, un apprentissage. Et vous pouvez demander, mais qu'est-ce que tu veux retenir de cet incident, de cette erreur? Et vous vous rappelez que c'est quand on se plante que ça pousse. Alors, montrez-lui que vous aussi, vous faites des erreurs et sachez demander pardon. Favoriser l'autonomie. Alors, cette attitude, elle demande un accompagnement personnalisé des parents envers chacun des enfants. Bien sûr, pour le même âge, on ne va pas donner la même autonomie à tel enfant ou tel autre enfant. Ne pas faire à la place de l'enfant, mais l'observer pour détecter ses besoins, adapter l'environnement, mettre les choses à sa portée pour qu'il puisse faire lui-même, montrer les gestes, respecter son rythme.
Alors, par exemple, ça prend beaucoup de temps d'apprendre à un enfant à cuisiner. On se dit, mais je le ferai tellement plus vite toute seule ou tout seul, mais lui laisser le temps d'apprendre. Et puis accepter les risques, mesurés bien sûr. Et lorsqu'il pose des questions, vous pouvez aussi lui demander, mais est-ce que toi, tu connais la réponse? Et peut-être que si tu poses la question, c'est que tu as une petite idée. Au lieu de dire, ah, tu me fatigues avec tes questions. Et trop souvent, on est tenté de bousculer l'enfant. Moi, je l'ai fait bien souvent. Avec mes 6 enfants, je courais, je galopais, et puis je bousculais un peu tout le monde. Et on voudrait terminer son action, trouver des solutions, réparer pour lui. Et pourtant, l'enfant, il apprécie de relever des défis. Il est fier d'avoir accompli une action qu'il sort de sa zone de confort. Et cette fierté de grandir en autonomie, elle va nourrir sa sécurité intérieure. Elle va constituer pour lui une solide colonne vertébrale. Ensuite, il sera important de structurer la vie familiale à l'aide de règlements. Et je pense que vous le faites tous. Un règlement a besoin d'être clair et précis. Tu ne peux pas courir dans le couloir, mais tu peux courir dans le couloir, mais pas dans le salon, par exemple. Les limites ont besoin d'être absolues, pas de règles floues. Par exemple, tu peux lancer un peu d'eau sur ta sœur, mais pas trop. Vous devez être conséquent avec le fait qu'une règle a été établie. Et si elle n'a pas été respectée, eh bien, vous interpellez l'enfant. Si on doit imposer une règle, c'est possible, prévoir un choix. C'est défendu de sauter sur le canapé, mais est-ce que tu préfères sauter dans le jardin ou bien jouer à un jeu plus calme? Et puis les commandements négatifs du genre arrêtez de crier, eh bien ça ne va pas aider l'enfant à se focaliser sur ce que vous lui demandez. Il ne va pas comprendre, son cerveau ne comprend pas forcément le arrêter. Demandez-lui vraiment ce que vous voulez. Moi, je demandais dans ma classe, quand j'étais institutrice, je demandais est-ce que vous pouvez parler doucement? Et là, ils comprennent bien ce que ça veut dire. Et puis, appliquer des conséquences réglementaires au lieu de punir. Eh bien, si un ado arrive en retard pour le dîner, eh bien, il sera convenu qu'il se sert et remet tout en place en laissant la cuisine propre. Et la règle, elle est annoncée de façon neutre, sans animosité, sans commentaire. Si tu ne nourris pas ton chien, eh bien, nous devrons le donner. Ce n'est pas une punition, en fait. C'est juste une conséquence logique. Il n'y a pas de vengeance là. Ensuite, l'enfant vous allez lui apprendre à voir le beau. Ce qui est beau dans leur vie, savourer le moment présent, être heureux sans attendre demain. Pensez à Balou, il en faut peu pour être heureux. Le bonheur ne dépend pas tant des conditions extérieures que de notre capacité à vivre heureux. Et à tout âge, il est temps de développer un esprit de gratitude. Et puis enfin, éveillez-le à la solidarité parce que c'est souvent quand on est bien avec soi-même qu'on est ouvert aux autres. Et curieusement, c'est aussi quand on s'ouvre aux autres qu'on devient bien avec soi-même. Enfin, curieusement ou pas. Un enfant, parfois, il peut se sentir impuissant devant les malheurs du monde, alors que s'il participe, s'il a le sentiment de contribuer, ça va donner du sens à sa vie et ça va l'aider à envisager un avenir heureux. Alors, on arrive bientôt au bout. Je voudrais vous faire des propositions à vivre en famille. Voilà, vous pourriez poser, parce qu'en fait, comme un enfant, il suffit pas il suffit pas d'aimer son enfant, il faut aussi qu'il le sache, qu'il est aimé. Et alors, comment le sait-il, l'enfant? Certains le voient, certains l'entendent et certains le sentent. Alors, ça dépend du langage de l'amour de chacun. Alors, peut-être que vous avez lu les langages de l'amour de Gary Chapman. On peut manifester son amour par des paroles, ou par des gestes, ou par des services rendus, ou par des cadeaux, ou du temps de qualité passé ensemble. Alors, vous pouvez poser cette question à votre enfant, à chacun.
Hein, toi, dans quelle situation, dans quelles circonstances sens-tu mon amour pour toi? Quand est-ce que tu sens ou que tu vois que je t'aime? Et là, il vous parlera de son langage de l'amour. Et puis aussi, vous pouvez demander à chacun de faire la liste de 10 de ses qualités. 10, c'est un minimum. Hein. Il en a certainement plus encore, peut-être 20, peut-être 30. Et peut-être qu'il va sécher, peut-être qu'il va avoir du mal à trouver des qualités. Mais laissez-le réfléchir. Hein, dites-lui qu'il en a certainement beaucoup plus que ça. Et puis, éventuellement, au bout d'un moment, vous pouvez lui proposer une liste et lui dire, ben voilà, je vais te donner des idées de qualité. Tu vas me dire celles que tu reconnais en toi. Ça ne veut pas dire que ces qualités, vous les manifestez. Il les manifeste tout le temps, à tout moment, mais en tout cas, il sait les manifester. Et l'enfant va réaliser qu'il a de la valeur. Et puis, si vous le faites ensemble avec tous vos enfants, ben, ils vont peut-être s'aider, trouver des qualités à leurs frères et sœurs. Et puis, vous pouvez demander le soir à votre enfant de nommer 3 pépites de la journée, c'est-à-dire 3 belles choses que l'enfant veut retenir. Hein. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qu'il a aimé? Puis, éventuellement, vous pouvez aussi lui demander un caillou, hein, quelque chose qui était difficile, qui a fait mal. Hein. J'ai une petite fille, une de mes petites filles qui fait ça. Elle nomme ses pépites et ses cailloux très facilement à l'âge de 5 ans. Voilà, alors on arrive à la conclusion. Hein. Carl Jung a découvert en chaque être humain une instance, l'instance du soi, du grand soi, avec un S majuscule. Et voilà ce qu'il dit, c'est l'âme habitée par le divin. C'est indépendamment de la religion, hein, on est dans le spirituel, on n'est pas dans le religieux. Le soi, c'est notre identité profonde, c'est notre ADN spirituel. Alors que nous avons aussi un ego qui, lui, s'adapte à notre environnement. Le soi, en fait, il est immuable. C'est une source de paix, une source de joie et d'amour inconditionnel pour soi-même et pour les autres. Et chacun de nous, nous sommes appelés à devenir qui nous sommes. En tant que parents, nous avons aussi à favoriser ce processus pour nos enfants. C'est notre tâche première. Nous sommes en quelque sorte des exemples pour nos enfants, des bons, des mauvais, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, ils nous regardent, ils nous observent, ils nous modélisent. Et pour les aider à être heureux, eh bien, forçons-nous de construire notre propre bonheur, car c'est cela qui leur donnera envie de grandir. J'ai perdu la flèche, voilà. Un des plus beaux cadeaux que nous puissions faire à nos enfants, c'est de nous occuper de notre propre bonheur. Ainsi, ils apprendront à faire de même. Voilà, je vais vous donner quelques livres qui pourraient vous intéresser de Jean Bourquette pour des enfants autonomes. C'est un livre assez succinct. Mais si vous voulez davantage d'explications sur l'estime de soi, eh bien vous pouvez choisir de l'estime de soi à l'estime du soi. Et puis Thomas Gordon, que j'aime bien, j'aime pas le titre, par contre, Parents efficaces, c'est pas vraiment ce que nous cherchons, mais bon, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et puis Isabelle Filiosa, Au cœur des émotions de l'enfant, et Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. Et puis, je vous ai mis aussi 2 sites. Le site estimam.com, c'est notre association, l'association Jean Bourquette, qui est aussi une école de formation. Et vous pouvez trouver tout le programme des ateliers sur l'estime de soi, sur trouver sa mission, sur le pardon, sur le deuil. Et je vous ai mis aussi mon site. Voilà, j'ai terminé avec le diaporama. Voilà, je vois tous les noms qui s'affichent. Fanny, tu peux revenir avec moi? Je reviens. Hop. Voilà. Alors, c'est très frustrant de ne pas avoir ni vos visages, ni vos commentaires. Je ne sais pas si la connexion était bonne. Je sais rien du tout sur ce qui s'est passé. Non. La connexion était bonne. Votre visage était parfois fixe, mais en tout cas, le débit de parole, la fluidité était très bien.
Donc, D'accord. c'était très clair. Je vous propose qu'on commence un petit peu sur les questions. J'ai une première question qui est arrivée. Déjà, bravo d'abord. D'abord. Et C'est une ça. première question de Catherine qui dit Ouais, comment aider un enfant qui a peur de prendre la parole en public et qui se laisse submerger par ses émotions. ouais, ouais. Alors, je peux en parler parce que c'est un gros problème pour moi, mais vraiment, j'étais terrorisée. Alors, bah, je vais donner mon exemple. En fait, ce que je faisais quand je l'imaginais prendre la parole en public, j'imaginais tout ce qui allait se passer de mal. Je me disais, ah, je vais avoir la gorge sèche, je vais perdre, tout d'un coup, je vais être congelée, je vais plus trouver mes mots, je vais avoir un blanc. Et je faisais le pire des scénarios. Et puis, en fait, j'ai compris que ça irait mieux le jour où je me suis dit, mais comment je voudrais que ça se passe? Au lieu de regarder ce que je ne veux pas qu'il arrive, je me suis mise à regarder ce que j'aimerais qu'il arrive. Et je me suis dit, mais j'aimerais que mes propos soient clairs, que j'intéresse, enfin, que les gens soient intéressés, que j'apporte des bonnes nouvelles. J'aimerais partager ce qui me compte, qui m'est cher. Euh, voilà, qu'est-ce que je veux vivre au lieu de qu'est-ce que je ne vais pas vivre. Alors, comme maman, vous pouvez lui dire, mais comment tu voudrais que ça se passe quand tu dois parler, quand tu dois parler en public. Et puis, l'enfant, il a le droit d'être timide aussi. Quand des invités arrivent dans le salon et qu'il n'a pas envie de dire bonjour, ça peut arriver, c'est pas grave en fait, c'est passager. N'y attachez pas trop d'importance. Et aussi, autre chose pour un parent, c'est vraiment écouter les émotions. Qu'est-ce qui se passe quand des gens viennent à la maison et que tu te caches? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu vois? Hein, faites-le parler. Et puis, vous pouvez aussi poser cette question, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Hein, pour qu'il imagine le pire des scénarios, puis finalement, bah, il se dira, bah, c'est pas très grave finalement, il n'y a que ça. Ah ben d'accord. Mm. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Catherine. Une autre question, celle de Laetitia, qui nous dit bêtement, j'ai grondé un jour ma fille de 4 ans qui courait dans la rue loin de mon regard. Comme elle m'a répondu qu'elle était grande et qu'elle pouvait tourner dans la rue d'à côté, je lui ai raconté sans réfléchir, encore sous le coup de ma propre peur, que j'avais peur et qu'il y avait un risque d'être enlevée par des gens. La question est comment la libérer de cette peur qui maintenant la tenaille dans la rue. Ben, exactement comme vous le faites là, Laetitia. C'est parler à votre fille et lui dire, mais voilà, j'ai eu très peur et puis j'ai voulu te faire peur pour que tu ne recommences pas et j'ai exagéré. Et ces choses-là, ben, ça peut arriver, c'est très rare. Hein. Euh, Faire parler aussi beaucoup l'enfant, éventuellement ben, consulter si c'est vraiment handicapant, si c'est vraiment un problème qui a des conséquences ennuyeuses pour la vie de cette petite fille. Hein. Je ne sais pas quel âge elle a maintenant. En fait, on fait tous des bêtises, hein. On fait tous des erreurs. Une autre question, comment au sein d'une même fratrie, enfin, comment ça se fait au sein d'une même fratrie, il peut y avoir de si grands écarts entre les enfants concernant leur estime d'eux-mêmes? Ouais, très, très intéressante cette question. En fait, votre enfant, je vous l'ai dit, il est unique. Il n'y en a pas deux pareils. Et vous le voyez bien, vous pourriez avoir 20 enfants, ce serait toujours des nouveaux modèles. Alors, ils ont leur propre sensibilité, puis ils ont aussi leurs propres expériences. Et un enfant, par exemple, sa maman peut, des parents qui partent en vacances, qui laissent les enfants, deux, trois enfants aux grands-parents. Il y en a un qui va le vivre comme une vraie joie, qui se sent en sécurité, et puis l'autre, peut-être qu'il est plus sensible, mais tout d'un coup, il ressent une angoisse d'abandon. Il ne sait même pas si ses parents vont revenir. Tout d'un coup, il vit quelque chose de très fort. Et ça lui appartient en fait. Il a sa propre sensibilité et après ça va rester en fait. Il aura cette fragilité à partir d'une propre. En fait, les enfants, enfin tous, nous avons eu des blessures dans notre enfance. Je vais en citer 5 les plus courantes. C'est on a pu se sentir trahi, on a pu se sentir rejeté, on a pu se sentir abandonné,
humilié, ou bien on a pu avoir un sentiment d'injustice. On a été puni à cause de quelqu'un d'autre, alors que quelqu'un d'autre avait fait la bêtise. Et cette blessure, souvent, elle va se répéter. C'est souvent la même qui revient. Et on sera plus ou moins fragile. Hein, on aura plus ou moins des ressources pour comment dire, c'est Boris Cyrulnik qui emploie le mot de résilience. Hein, on va pouvoir se relever de ces difficultés plus ou moins. Et voilà, en fait, je dirais que les enfants, on peut, pour prendre une image, il y en a qui sont faits en pyrex et puis d'autres qui sont faits en cristal. Et le pyrex, c'est peut-être moins joli, mais on peut le promener on peut le déplacer plus facilement. Le vase en cristal, il faut faire vraiment attention. Il est très fragile. D'accord. Alors, je remonte. Une question de Florence qui nous dit comment aider mon garçon à sortir, donc là peut-être un adolescent peut-être, comment aider mon garçon à sortir de sa bulle, sachant que son père a un discours destructeur, un enfant qui est au demeurant adorable, mais qui ne se projette nullement. Ouais. Alors, j'ai pas beaucoup d'éléments pour avoir le paysage entier. Hein. Sortir de sa bulle. Je me souviens que voilà ce que je faisais avec mon dernier, hein, quand il rentrait du lycée et il s'allongeait sur son lit, il se mettait parfois, il avait pendant un moment, en tout cas dans sa vie, il parlait peu. Et je voyais bien que c'était pas facile de rentrer en contact avec lui. Il n'avait pas besoin de beaucoup parler, mais moi j'avais besoin de savoir comment s'était passée sa journée. Mais je sentais bien que si je l'attaquais tout de suite en disant alors comment ça s'est passé, bien je m'allongeais sur son lit à côté de lui, même je sautais et je me mettais face à son ordinateur. Et puis, je restais en silence et puis je parlais sans le regarder, mais en regardant là où il regardait. En fait, je faisais comme un, je ne sais plus comment on appelle, je faisais miroir. En fait, je pouvais me montrer comme il était. Et en fait, c'était plus facile pour lui de parler. Puis ça venait petit à petit, sans forcer. D'accord. Dans une autre, la question peut-être originelle, comment fait-on, c'est Garance qui pose cette question-là, comment fait-on quand on n'arrive pas à comprendre, à identifier la source du manque de confiance en soi, enfin du manque d'estime de soi? Oui, ouais. C'est vrai. Alors, en fait, je dirais que n'hésitez pas à emmener l'enfant voir quelqu'un pour se faire aider, parce que parfois, il suffit de pas grand-chose. Hein. En particulier, Bernadette Lemoine a écrit un livre qui s'appelle Maman ne me quitte pas. Et elle explique toutes les difficultés des enfants par cette angoisse d'abandon. Un enfant a ressenti, a eu ce sentiment d'être abandonné et ça a été terrible pour lui. C'est traumatisant pour un enfant de se sentir abandonné parce que c'est une question de vie ou de mort. Il est incapable de vivre tout seul. Et c'est comme s'il se voyait mourir. Et ça peut avoir des gros dégâts, laisser des dégâts. Et donc, n'hésitez pas à consulter. Peut-être que vous trouverez des clés dans ce livre. Je ne sais pas s'il est encore édité, parce que je sais qu'il était épuisé pendant un moment. Mais il y a dans son livre des mots que vous pouvez dire à son enfant, par exemple, à votre enfant. Par exemple, prenez des métaphores. Ça aide beaucoup les enfants plus que des discours, mais de dire par exemple, alors tu vois, mon amour pour toi, c'est comme un soleil. Et quand il fait beau, ben, tu ressens bien cet amour, hein, tu le sens. Et puis un nuage passe, tu vois plus mon amour, et tu as l'impression que je ne t'aime plus. Mais le soleil, il est toujours là, il est derrière le nuage. Même si tu ne le vois pas, il est là. Et moi, c'est pareil, je t'aime toujours autant. Je suis partie à la maternité, maintenant j'arrive, j'ai un bébé dans les bras. Et toi, tu crois que je ne t'aime plus? C'est comme s'il y avait un nuage qui passait devant cet amour que j'ai pour toi. Mais mon amour, il est toujours égal pour toi. Et
et aussi autre chose, c'est que mon amour pour toi, c'est toujours comme ce soleil. Et qu'on soit un au soleil sur la plage, qu'on soit 10 000, tout le monde a la même quantité de soleil. Ça ne se partage pas, c'est pas comme un gâteau. L'amour, c'est infini. Ça se coupe pas en morceaux, en fait. Il y en a pour tout le monde. Hein. C'est inépuisable. Fanny, je vois qu'il est la nuit. Est-ce qu'on a une dernière question ou pas? Oui. Il y a beaucoup de questions autour de la susceptibilité, de comment gérer garçon ou fille. Alors, il y a pas mal de garçons qui reviennent, qui témoignent d'une anxiété, qui vont se mettre à pleurer sans vraiment savoir pourquoi, ou au contraire, qui vont carrément partir dans la crise de nerfs. Comment les aider à dompter, alors le mot qui revient c'est dompter, comment les aider à dompter cette sensibilité qui les ravage parfois. Oui. Alors une émotion, souvent on croit qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives, c'est souvent comme ça qu'on en parle dans les livres de psychologie. Et moi j'aime pas ça du tout, je dis des émotions agréables et des émotions désagréables. En fait les émotions sont toutes positives. Elles nous signalent qu'il y a un besoin. Elles nous signalent, elles nous donnent des messages, sont porteuses de messages, les émotions. Si je suis triste, c'est que j'ai perdu quelqu'un ou j'ai perdu quelque chose. Si je suis en colère, c'est qu'on a touché à mon intégrité physique, morale. Si j'ai peur, c'est que la peur me signale un danger, qu'il soit réel ou qu'il soit imaginaire. Donc, accueillez l'émotion de l'enfant. Ne lui dites pas mais non, il ne faut pas avoir peur, ne te mets pas en colère. Souvent, on a dit aux petits garçons ah, mais un petit garçon, un enfant, un garçon, ça ne pleure pas. C'est pas une femmelette. On disait ça autrefois, plus trop maintenant. Et en fait, le garçon, il a le droit de pleurer. Ça lui fait du bien. Les larmes, elles sont bienfaisantes. Elles soulagent, elles libèrent des toxines, elles sont bonnes pour l'enfant. Donc s'il vit une tristesse, laissez-le pleurer, mais laissez-le écouter son histoire. Il aura besoin de raconter sa perte. Laissez-le raconter, c'est ça qui lui fera du bien. Et la colère, c'est assez désagréable pour les parents, il faut le dire, quand elle se manifeste par des cris, par des coups. Eh bien, vous pouvez simplement dire, mais je vois que tu es en colère. Et je comprends, tu te sens frustré, tu te sens blessé, tu te sens... la colère donne beaucoup d'énergie, donc tu peux aller taper sur un ballon, tu peux aller taper dans un coussin. Laissez-le libérer cette énergie, il a besoin, c'est comme ça qu'il va arriver à bout de sa colère. Merci. Je propose peut-être malgré les nombreuses questions qui sont arrivées, qu'on clôt là l'espace des questions-réponses. Oui. Pour un dernier temps de partage que vous nous proposez. Oui, voilà, super. Alors, cette méditation que je vous propose, elle va vous permettre de vous reconnecter à l'amour inconditionnel que vous portez à vos enfants. C'est aussi, ça va vous faire passer un moment agréable, je pense, avec vous-même déjà. Et pour ce soir, vous allez choisir un de vos enfants. Alors peut-être celui avec lequel vous vivez des difficultés en ce moment, celui qui vous pose souci ou qui lui-même vit des difficultés. En tout cas, vous choisissez pour ce soir un de vos enfants et je vous encourage à refaire cette méditation pour chacun des autres de vos enfants. Alors, si vous n'êtes pas parent, peut-être éducateur ou vous êtes peut-être parrain, marraine, et puis je crois qu'il y a un couple qui est parent déjà parce qu'ils attendent un enfant, leur premier enfant, et ils sont au Canada. Ils sont déjà parents puisque cet enfant, il existe déjà. Donc, vous pouvez aussi choisir cet enfant, même si vous ne le connaissez pas. Alors, voilà, je vous laisse choisir et moi, je vais mettre de la musique pour vous accompagner. Voilà. Alors, installez-vous confortablement. Posez vos 2 pieds bien à plat sur le sol. Gardez le dos droit.
et placez vos épaules légèrement en arrière et allongez votre colonne vertébrale en tirant la tête vers le haut. Alignez la tête sur la colonne. Vous prenez une profonde inspiration et puis vous soufflez lentement avec la bouche en lâchant toutes les tensions que vous pourriez ressentir. Bien. Et maintenant, fermez les yeux. Vous y verrez plus clair. Et c'est pas moi qui le dis. Rappelez-vous le petit prince. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Alors, portez votre attention sur votre respiration. Sentez l'air qui entre par vos narines et qui en ressort, réchauffé par la température de votre corps. Ressentez votre poitrine qui se gonfle et se dégonfle au rythme de vos respirations. Vous pouvez aussi choisir de prendre une respiration abdominale, comme le font les enfants. Sentez votre abdomen se gonfler, puis se dégonfler. Ça fait comme la vague qui monte, qui grossit, qui s'amplifie et vient se jeter sur le sable. Écoutez le souffle de votre respiration. Vous êtes attentif à tous les sons et tous les mouvements à l'intérieur de vous. Vous êtes aussi attentif à tous les sons et les mouvements autour de vous. Vous écoutez la musique et ma voix qui vous accompagne. Vous êtes pleinement présent, attentif à tout ce qui se passe en ce moment, ici et maintenant. Ressentez le poids de votre corps. Sentez vos pieds solidement ancrés dans le sol. Vous êtes comme un arbre qui puise ses nutriments dans la terre vivante. Alors sentez l'énergie qui monte en vous. C'est cette même énergie qui fait pousser les fleurs au printemps, qui transforme les fruits tombés au sol en arbres majestueux, solides. C'est cette même vie qui anime l'univers. Certains disent que c'est une énergie d'amour. Alors, allez-y. Faites remonter cette énergie d'amour en vous. À l'inspiration, puisez cette force d'amour à travers vos pieds. Faites-la remonter. Allez. Et à l'expiration, faites-la entrer dans votre cœur. Très bien. Continuez. Prenez le temps de bien vous emplir le cœur de cette énergie de vie, de paix, de joie et d'amour. Vous êtes comme cet arbre solidement ancré dans le sol et vous êtes comme lui attiré vers le ciel. L'arbre tend ses branches vers le haut pour absorber la lumière et s'en nourrir. Et vous avez vous aussi des racines dans le ciel. Oui, symboliquement, ce sont nos cheveux qui représentent cette connexion avec le ciel. Alors à présent, portez votre attention sur ces racines du ciel. Ressentez l'énergie qui vient d'en haut et qui vous nourrit. Une énergie de pur amour, d'amour inconditionnel. Voyez la lumière de cet amour. Ressentez-la vous envelopper. Et maintenant, à chaque inspiration, faites entrer cette énergie d'amour en vous par le sommet du crâne. Allez, inspirez profondément
Et à chaque expiration, faites entrer cet amour inconditionnel dans votre cœur. C'est bien. Continuez. Nourrissez votre cœur de cet amour. Sentez-le se dilater. Voyez-le se développer. Ne le sentez-vous pas plus vivant, plus aimant? Écoutez-le, votre cœur qui bat. Il est la vie. Vous êtes l'arbre de la vie. Vous faites partie de l'évolution de l'ensemble de l'univers. Et dans un même mouvement d'inspiration, faites entrer simultanément par vos pieds et par votre crâne cette énergie d'amour. À l'expiration, elle vient se rejoindre dans votre cœur. Mettez-y toute votre intention. Et tout en continuant à accompagner ce double mouvement de votre présence, maintenant, laissez apparaître devant vous un de vos enfants, celui que vous avez choisi tout à l'heure. Voyez-le. Quel âge a-t-il? Comment est-il habillé? Comment se tient-il? Observez son visage. Ses cheveux. Ses yeux. Sa bouche. Décrivez ce que vous voyez. Laissez-vous toucher par ce que vous voyez de beau en cet être unique. Et décrivez maintenant ses qualités. Ce qui fait que cet enfant est unique pour vous. Son caractère, ses centres d'intérêt, ses ressources. Vous l'aimez. C'est l'enfant que la vie vous a confié. Alors, par vos expirations, envoyez sur lui tout l'amour dont vous êtes rempli. Inspirez, puis soufflez doucement sur lui cette lumière d'amour. Voyez-le se remplir à son tour de cette énergie vitale, cette énergie qui circule partout dans l'univers, énergie de paix, de joie et d'amour. Vous êtes un relais, un facteur d'oxygène et de vie. Voyez tout autour de vous, sur toute la planète, ces milliers d'êtres qui sont comme vous, facteurs de vie. Et puis, regardez votre enfant se transformer. Voyez-le s'épanouir comme une fleur. Voyez-le s'ouvrir à la vie. Lui aussi, elle aussi, puise sa force du sol et du ciel. Voyez-le dans sa plus belle lumière. Il ou elle porte déjà en lui tout ce dont il a besoin pour se développer.
Dites-lui ce que vous voulez lui dire, là, maintenant. Une chose peut-être, la plus importante aujourd'hui. Voilà, c'est bien. Préparez-vous à le quitter alors qu'il est dans sa plus belle lumière. Laissez-le aller vers sa vie avec confiance. Et quand vous voulez, vous ouvrez les yeux, tout en gardant bien présent dans le cœur ce que vous venez de vivre avec votre enfant.